Comment est-ce possible, 7 ans après la fin de l'Ancien Régime, que cet homme, toujours en liberté malgré la gravité des forfaits qui lui sont imputés, n'ait pas encore été jugé? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, nous avons mené l'enquête en Afrique du Sud. C'est moi qui ai initié le Project Coast lorsque j'étais à la tête des forces militaires. Je l'ai fait parce que, à un moment donné, l'ANC s'est lancée dans des opérations urbaines et elle poussait les choses tellement loin que cela risquait d'aggraver la situation, ce qui aurait été très mauvais pour l'image du pays. Il fallait éviter cela à tout prix. C'est là que je me suis dit, au lieu de tirer à vue sur une foule en colère, à balles réelles, et de tuer des gens, cherchons un autre moyen de neutraliser ces groupes. J'ai alors soumis le problème à des scientifiques, dont Basson était l'un des plus importants. Wouter Basson, général de brigade au 7e bataillon médical des forces armées sud-africaines. J'ai demandé à Basson, seriez-vous capable de mettre au point, pour moi, un gaz qui ne serait ni irritant, ni mortel, mais qui rendrait les gens inoffensifs pendant quelque temps, afin qu'ils se calment et que nous n'ayons pas à les tuer en cherchant à maîtriser la foule. Qui est donc ce scientifique défini comme l'homme de la situation par le chef des armées de l'époque et chargé d'initier une stratégie pour soi-disant paralyser les foules sud-africaines, alors qu'on apprendra plus tard par les témoignages de ses anciens collaborateurs qu'il s'agirait d'un véritable projet de génocide? Il se trouve que je suis le témoin vivant de ce qui est arrivé. Je n'ai eu la preuve qu'en 1989, qu'on avait enduit mes vêtements de produits chimiques qui s'avéraient mortels s'ils rentraient en contact avec la peau. Mais j'ai survécu. J'ai atterri dans un hôpital aux États-Unis. Ils m'ont soigné et ont réussi à déterminer l'origine de mes troubles. Il y a eu une descente chez lui de la brigade de lutte contre la grande criminalité économique. Et dans sa maison, on a trouvé une malle entière de documents, dont quelques-uns avaient trait au programme de guerre chimique et biologique. Ce qu'ils ont trouvé était incroyable. Il y avait ce qu'on appelle une Faircopper List, autrement dit un bordereau de vente. Sucre à la salmonelle, bière au thallium, cigarette à l'anthrax, à la toxine botulique, chocolat au cyanure, whisky à la colchicine, déodorant au typhimurium, venin de serpent. Cette longue liste de ventes de produits au poison indétectable était destinée aux agents de la sécurité sud-africaine pour leur permettre de tuer les militants noirs sans soulever de soupçons lors de l'autopsie. Combien ont été utilisés, on ne le saura sans doute jamais. Selon vous, cette liste aurait-elle pu être utilisée à des fins de recherche scientifique, ou bien est-ce une liste d'armes meurtrières? Assurément une liste d'armes meurtrières. Aucun intérêt pour quelque recherche que ce soit. Parmi les méthodes qu'il est présumé avoir utilisées, l'une consistait à enduire l'opercule d'une canette de bière en aluminium avec du poison. Et si vous utilisiez cet opercule, la partie qui s'enfonce dans la canette, ça activait le poison. On m'a donné un paquet de cigarettes Camel. Et on m'a demandé de déposer quelques gouttes sur les filtres des cigarettes. Et que serait-il arrivé à la personne qui aurait fumé ces cigarettes? C'est difficile à dire, mais j'imagine que les conséquences auraient été mortelles. Coup de théâtre, le docteur Basson est jugé par un tribunal à huis clos. Pour quelle raison? Par de mystérieuses fuites, la longue liste des forfaits reprochés à celui que les journalistes surnomment désormais Docteur Lamort s'ébruite rapidement. La presse ulcérée s'émeut. Pourquoi ce silence pesant du gouvernement? Le ton monte. Elle accuse également la TRC de ne pas s'emparer de ce scandale avec suffisamment de fermeté et exige une audition publique de Basson au sein de la commission. Notre opinion, en tant que journal, et comme bien d'autres journaux, était qu'il était absolument primordial que la vérité éclate au grand jour. Ce qu'il révélait pour la première fois ne faisait que confirmer les soupçons qui pesaient sur lui depuis des années.
Il fallait que ce soit rendu public. Tous les jours, on nous demandait « Qu'est-ce qui se passe avec Basson? Pourquoi la TRC ne fait rien? Pourquoi n'a-t-il pas été cité à comparaître ?» Là, il y a un problème. Et le fait que sa demande de liberté sous caution ait eu lieu à huis clos n'arrangeait pas les choses. C'en est trop. Alors que le docteur Lamort, libéré sous caution, rentre chez lui et reprend tranquillement ses activités de médecin à l'hôpital, la TRC décide, contre l'avis officiel, de créer une commission spéciale sur la guerre chimique et bactériologique et d'interroger Basson. Nouveau coup de théâtre, la présidence et le gouvernement s'y opposent catégoriquement au nom du secret défense. Il est devenu de plus en plus évident que le nouveau régime, le gouvernement de l'ANC, avait exactement les mêmes intérêts que l'ancien. Il craignait de gêner la communauté internationale, que celle-ci s'inquiète de savoir que toutes les expériences faites par Basson sous le régime de l'apartheid se perpétuent sous le nouveau gouvernement. Et ils ont réagi très vite. Ils ont tout fait pour s'assurer que ces informations ne soient pas rendues publiques. Certains documents sont restés classés top secret, alors même que nous avions changé de régime. Et la TRC a dû en tenir compte. Car il faut bien comprendre qu'il y avait certaines restrictions. Par exemple, en ce qui concerne la prolifération de certaines substances ou produits chimiques, ou bien, par exemple, comme vous pouvez l'imaginer, vis-à-vis de certains traités avec d'autres pays. Ce type de relation devait être protégé au niveau international. Si le gouvernement est aussi embarrassé, est-ce parce qu'une audience publique de la TRC à propos des armes chimiques et bactériologiques dévoilerait l'importance capitale de l'aide militaire illégale apportée par de nombreux pays occidentaux à l'Afrique du Sud sous l'apartheid? Et qui sait? Encore aujourd'hui. Un vrai scandale, et pourtant. Je ne crois pas que Basson aurait pu acquérir de telles compétences et un tel savoir sur les armes chimiques sans la collaboration de grandes puissances. C'est un fait grave. Wouter Basson est allé à Taïwan, par exemple, pour voir ce qu'ils avaient comme programme. Il est allé à San Antonio, aux USA, dans les années 80. Là aussi pour voir leur programme. Il est allé en Israël et en RFA. Le docteur Basson a eu accès au laboratoire militaire en Suisse. Malgré les pressions diverses, la TRC résiste. Après négociation avec le pouvoir, la commission guerre chimique et bactériologique lance enfin ses investigations. Nous sommes en juin 1998. Basson accepte d'assister aux audiences, mais, nouveau rebondissement, il refuse de parler, encore moins de demander l'amnistie. Il écoute ses anciens collaborateurs déballer la longue liste des forfaits qui lui sont imputés. Vous jurez devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur le Président, oui, j'étais le directeur général. J'étais censé être le patron, celui qui définissait les programmes, décider des équipements physiques, recruter les bons scientifiques et aménager les installations pour le gouvernement. D'une manière très stricte, on nous a informé que ceci serait une opération militaire menée au nom de l'État. J'ai enregistré la société en mon nom avec 3 autres actionnaires. Aurait-il été possible que cette société fonctionne efficacement avec un directeur général n'appartenant pas à la communauté scientifique? Absolument pas. Avez-vous été en contact avec les scientifiques lorsque vous étiez directeur général? Oui, monsieur. Connaissiez-vous la nature des recherches conduites dans vos locaux? Oui, monsieur. Nous avions des directives très générales sur ce qu'il fallait faire. Et nous avions une grande liberté pour faire ce que nous avions à faire. Ce que les témoignages de scientifiques révèlent, c'est d'abord un arsenal de gadgets mortels dignes de James Bond. Tournevis empoisonné, parapluie Sarbacane, détonateur de lettres piégées, cannes truquées, lessive explosive et bien d'autres. Nous voyons ici ce qui ressemble à un tournevis. Pouvez-vous nous en parler?
La personne qui utilise cet appareil pique la personne visée. Le simple fait de la piquer libère le poison et les substances chimiques sont alors injectées dans l'individu. Est-ce qu'on peut manipuler ceci en toute sécurité? Tout à fait. Mais j'éviterai quand même de toucher l'extrémité au cas où. Il y avait aussi une aiguille contenue dans ce qui ressemblait à une pompe à vélo. En gros, vous avez dans les mains une pompe à vélo. Vous pouvez la faire coulisser pour sortir l'aiguille. Le même système existait dans des cannes ou des parapluies. Il y avait plusieurs façons de maquiller l'ensemble. Et à quoi servait la canne? Il y avait deux modèles. Le premier était une canne qui dissimulait une aiguille sur le bout. Le deuxième était une canne qui pouvait tirer une petite balle. Une balle en polycarbone qui était percée de nombreux petits trous, ce qui permettait d'y loger des substances toxiques. À très courte distance, l'idée était de pouvoir tirer dans la jambe de quelqu'un. Il y avait aussi deux paquets de lessive Omo qui avaient un mécanisme explosif à l'intérieur. Donc, il y avait deux paquets de lessive Omo avec les explosifs déjà à l'intérieur. Oui. Les paquets contenaient des explosifs amorcés et prêts à l'emploi. Le docteur Basson a déclaré, après nous avoir longuement décrit les effets du thallium, si vous donnez juste la bonne dose, il ne faut pas trop en donner, juste ce qu'il faut, vous pouvez provoquer ce qui ressemble à un cas de méningite ou de syphilis. Vous obtenez des symptômes similaires. Et en racontant cela, il a déclaré en passant que nous avions déjà administré du thallium à Steve Biko. Il y avait aussi des plans pour contaminer les médicaments pris par le président Nelson Mandela à l'hôpital. Peu de temps après la libération de Nelson Mandela, il était persuadé que ses fonctions cérébrales allaient se détériorer petit à petit. Derrière cette panoplie d'inventions d'un autre âge, se profile plus gravement encore l'existence secrète et massive de produits destinés à propager des maladies à l'échelle d'un peuple, voire d'un continent. Anthrax, choléra, méningite, Ebola, sida. Pouvez-vous nous décrire les effets du choléra sur l'homme? Il provoque une diarrhée assez grave et une forte déshydratation. Ce sont les effets les plus importants. Et qui sont les plus vulnérables face au choléra? Les humains. Et parmi les êtres humains, les enfants ne sont-ils pas les plus vulnérables? Et les personnes âgées? Si. Le choléra tuerait donc préférentiellement les enfants et les personnes âgées? Je suppose, oui. C'est la caractéristique du vibrion colérique. Vous dites avoir produit 26 bouteilles de choléra de 30 millilitres chacune, c'est bien ça? Non, 10 millilitres. Pardon, 10 millilitres chacune. Cela pourrait-il, selon vous, provoquer une épidémie grave? J'imagine que oui, ça pourrait provoquer une épidémie. J'ai dit épidémie grave. Oui. Aviez-vous conscience de produire une substance qui pouvait provoquer une épidémie grave? Quand on m'a demandé de produire ces organismes, il faut se rappeler que
En tout cas pour moi, il devait servir pour des tests. Et c'est ensuite que certains indices ont laissé à penser qu'il pourrait être utilisé dans la guerre en Angola. Le docteur Basson a fait un jour cette petite remarque qu'il y avait beaucoup de problèmes politiques à l'est du pays à ce moment-là. Et il a ajouté « Peut-être devrais-je traiter cette foule au choléra ». Tri de population, purification ethnique. Le système, en s'affinant dans l'horreur, atteint alors les limites ultimes d'un racisme qui rappelle étrangement la solution finale nazie. Le docteur Basson m'a montré un document. Ce document contenait une proposition émanant de quelqu'un en Europe. Ce type disait qu'il possédait un produit, une bactérie, qui avait la possibilité de n'infecter, de ne rendre malade et de ne tuer que les gens pigmentés comme les Noirs. Le docteur Basson m'a demandé de me documenter et d'étudier scientifiquement cette possibilité. Est-ce vraiment possible? Notre conclusion a été que c'était tout à fait possible, et il a été décidé que ce serait bien que le gouvernement en soit informé. Mais en définitive, nos instructions ont été, et c'est très important, de mettre au point un produit visant à réduire le taux de natalité de la population noire du pays. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qui vous a demandé de mettre au point ce produit? La personne qui nous donnait directement les instructions était le docteur Basson. J'ai demandé au docteur Basson, Wouter, pourquoi participes-tu à ça? Pourquoi es-tu là-dedans? Tu ne possèdes pas de société. C'est moi qui possède la société. C'est moi qui roule en BMW. C'est moi qui ai la villa de 3 étages. C'est moi qui ai ça. La grande vie. Tout le monde pensait, Gossen, il est vraiment génial. C'est vrai. Donc je lui ai demandé, Wouter, pourquoi fais-tu ça? Et il m'a répondu, j'ai une fille. Et un jour, parce qu'on sait plus ou moins avec certitude que les Noirs prendront un jour le pouvoir, mais le jour où les Noirs prendront le pouvoir et où ma fille me demandera, papa, qu'as-tu fait pour empêcher ça? J'aurai la conscience tranquille. Et je le reconnais, c'est cette psychose qui prévalait. Et vous pouvez me le reprocher, j'y ai pris part. C'est vrai. Et je le regrette. Mais je ne suis pas le seul coupable. Basson bénéficie-t-il de protection si puissante? Fait-il encore peur au point que personne n'accepte de prendre la décision de sa suspension? Parallèlement, son procès devant la haute cour s'enlise. La grande question à présent, c'est que nous avons un gouvernement démocratique qui possède ce même savoir mortel que possédait le gouvernement de l'apartheid, auquel des nations sans scrupules ont eu recours et pour lequel elles ont été condamnées. Donc la grande question à présent est, qu'est-il advenu de ce matériel? Existe-t-il toujours? L'Afrique du Sud a signé des accords et des conventions internationales sur ces technologies. Il serait très naïf d'imaginer que ce savoir a disparu avec le docteur Basson, ou bien qu'il le suivra en prison. Ce ne sera pas le cas. Basson est toujours libre. Il n'a toujours pas livré ses secrets, il ne manifeste ni regret ni remords. La question d'un transfert de compétences devant un tribunal international se pose-t-elle, comme à Nuremberg il y a 50 ans? Faut-il tourner la page, ou bien, comme l'affirmait Desmond Tutu à la TRC, continuer à regarder la bête au fond des yeux?